Bonjour ou plutôt bonsoir, chers auditeurs. C'est Yo. Alors, aujourd'hui, je vous retrouve encore pour commencer le cours sur la programmation orientée objet avec le langage Java sur le module de Java. Donc, comme Java est un langage de programmation orientée objet, on ne peut pas faire de Java sans aborder ce thème de programmation orientée objet. Donc ici, ce que nous allons voir, c'est vraiment les bases du langage. C'est vraiment les bases du langage. Pour commencer, on va aller en douceur. On avait vu un peu PHP ensemble. Et là, nous allons voir Java dans la programmation orientée objet. C'est un cours d'initiation à la programmation orientée objet. Du coup, on va aller tout doucement avec les bases. Alors, donc, si vous avez fait un peu de programmation par le passé, donc il y a tout ça à voir dans la table de matière ainsi libellée. On va revenir sur des notions très importantes, de quelques notions. On va revenir sur quelques notions de base en algorithme. Normalement, vous devriez avoir fait des cours d'algorithme au niveau du BTS. Donc là, il y a un chapitre 0 avec lequel on va commencer pour les notions d'algorithme. Avant même de rentrer dans tout ce qui est du Java même. Ok? Ok, donc pour rappel, voilà pourquoi on l'a intitulé ce chapitre-là, chapitre 0. Pour rappel, on va revenir sur la notion de programme. Donc normalement, si vous étiez en présentiel avec moi, ça va être une série de questions d'abord pour que je vous demande si vous vous souvenez de ce qu'est un programme, ce qu'est une variable, ce qu'est une constante, ainsi de suite. Mais je ne vous ai pas devant moi, donc on va procéder par la lecture. On sera obligé de procéder par la lecture, donc voilà. Donc ici, ce qu'il faut savoir, c'est que un programme est une série d'instructions pouvant s'exécuter en séquence ou en parallèle qui réalise un algorithme. Ok? Donc un programme, c'est une série d'instructions pouvant s'exécuter en séquence ou en parallèle et qui réalise un algorithme. Bon, un algorithme, c'est quoi selon vous un algorithme? Un algorithme, c'est une logique. C'est une logique d'instruction. D'accord? Donc, comme on dit, une série d'instructions pouvant s'exécuter en séquence, donc, créer un algorithme. Donc, la série d'instructions va essayer d'exécuter une certaine logique pour répondre à un problème. Donc, un algorithme, l'objectif d'un algorithme, c'est de répondre à un problème bien précis. Ok? Et pour définir simplement un algorithme, il faut comprendre que c'est un ensemble de règles opératoires. Un ensemble de règles opératoires. D'accord? Donc, ça permet donc de résoudre un problème, donc de faire des calculs éventuellement en vue de résoudre un problème par la machine.
Et un programme va se servir de données, de variables pour pouvoir réussir à donner un résultat escompté à ce qu'on attend comme résolution de problème. Alors, du coup, on va voir donc la notion de variable. C'est quoi une variable? Alors, une variable est une instruction permettant de réserver de l'espace mémoire pour stocker des données. Une variable est caractérisée par un type. Donc, c'est un type de données. Ok? Donc, on va voir ça, tout ça dans le détail. Effectivement, une variable est caractérisée par un type. Donc, quand on parle de type de données, il s'agira de définir ici une telle variable donnée est de type entier, donc un nombre entier, ou bien un nombre réel, ou bien du texte. Voilà un peu des exemples de type de données qu'on peut citer. Qu'est-ce qu'une constante? Si on parle de variable, il peut y avoir des données qui sont constantes. Donc on va essayer de voir ce qu'est une constante. Une constante est une instruction permettant de réserver de l'espace mémoire pour stocker des données qui ne varient pas. Ok? Donc une constante est une instruction permettant de réserver de l'espace mémoire pour stocker des données qui ne varient pas. D'où une donnée constante, ce qui est normal. Donc une constante va stocker des données qui sont censées ne pas varier. Ils sont censés ne pas varier. Donc, alors, un type de données, donc on parlait de type de données. Un type de données, excusez-moi. Donc nous parlons de type de données. Un type de données ou simplement type défini. Donc le type de données ou simplement type défini. La nature des valeurs que peut prendre une donnée. Donc c'est aussi simple que ça, effectivement. C'est la nature des valeurs que peut prendre une donnée. Donc variable ou constante. Donc une constante est une donnée. Une variable c'est une donnée, sauf qu'elle est capable de varier selon le cheminement de notre programme. Une constante, par contre, elle ne varie pas. Mais ces deux types de données-là, ces deux, on va dire quoi, des sortes de variables. Une constante est aussi une variable, mais sinon la donnée ne varie pas en fait. Ok. Et ces deux aspects vus de B et C, vus précédemment là, ont des natures. Elles sont définies par des types, parce qu'on appelle la notion de type. Donc on a défini ça. Après, nous avons la valeur. C'est quoi la valeur donc? C'est ce que vaut une variable à un instant donné. Plus clairement, c'est le contenu d'une variable. C'est le contenu d'une variable. On a la notion de fonction. Donc, la notion qu'on vient de voir, c'est quoi? On a vu que la valeur elle sera le contenu d'une variable. Comme une variable peut contenir une donnée en termes de quoi, par exemple, quel exemple de données on peut donner si nous prenons un étudiant dans un établissement, on peut enregistrer le nom de l'étudiant, c'est une donnée. D'accord? Voilà, donc le nom sera la valeur. Une fonction.
C'est un regroupement d'instructions au sein d'un bloc particulier. La fonction dont l'intérêt est de permettre une réutilisation rapide et simple dans plusieurs parties d'un programme principal selon le besoin. Donc, c'est un regroupement d'instructions au sein d'un bloc particulier, en parenthèse la fonction, dont l'intérêt est de permettre une réutilisation rapide et simple dans plusieurs parties d'un programme principal selon le besoin. Donc, c'est ça l'intérêt d'une fonction. Lorsqu'on veut factoriser, il faut entendre parler comment dire ça. On peut parler de factorisation de code. Bon, en griffe, ça vous dit qu'on met un bout de code. On a vu ça un peu quand on voyait PHP. On met un bout de code bien précis dans une fonction. Et lorsqu'on a besoin de ce code-là pour reproduire le même résultat, ou bien la même opération, on n'aura pas besoin de réécrire tout ça, on appelle juste la fonction et on aura notre traitement qui sera effectué avec le retour comme résultat. La notion d'opérateur maintenant. Un opérateur est une fonction spéciale dont l'identificateur s'écrit avec des caractères non autorisés. Il existe 4 groupes d'opérateurs qui sont les opérateurs d'affectation, les opérateurs arithmétiques, les opérateurs de comparaison et les opérateurs logiques. N'est-ce pas? Ok. Une structure de contrôle. Quand un traitement est conditionné et se réalise de manière spécifique, on utilise des structures de contrôle. Les structures de contrôle peuvent être organisées en 4 familles principales. Les structures linéaires, donc on a la structure linéaire si, donc c'est les conditions en fait. Et puis les structures alternatives. Si, alors, enfin si, d'accord. Les structures alternatives ou encore si, alors, sinon, enfin si. Ok. On a la structure alternative aussi, si, alors, sinon, si, alors, sinon, enfin si. La structure répétitive, bon ça c'est des trucs qu'on voit en algo, hein, donc si la mémoire vous revient normalement, c'est des trucs qu'on voit en algorithme. Les structures répétitives, comme la structure tant que condition fait, donc il y a la structure tant que on donne une condition, tant que cette condition se réalise, on fait les actions qui vont suivre. Répéter instruction jusqu'à condition. C'est une structure répétitive. Donc on répète des instructions jusqu'à ce qu'une condition soit réalisée pour sortir de la répétition. Et pour la structure répétitive, pour à faire. Okay. Et puis on a les structures du choix. Les structures de choix comme suivant. Faire suivant une valeur, faire suivant. Ok. Donc, c'est des structures, c'est des notions de rappel concernant les structures de contrôle. Donc, travaux dirigés. Bon. En principe, là, il y a un exercice qui doit vous permettre de réfléchir un peu. Pour essayer de se remémorer un peu les notions d'algorithme, écrire un algorithme qui calcule la somme de 3 nombres entiers et on affiche le résultat. Ça, c'est simplement et purement algo. Donc, comment on aurait fait ça, à votre avis? Comment on aurait fait
ça. Et crée un algorithme qui calcule la somme de trois noms entiers et en affiche le résultat. Je vais ouvrir un fichier Word et puis on va essayer de faire ça ensemble afin qu'on se remémore certaines choses dans l'algorithme et puis on passera à la suite pour entrer un peu dans les premières notions de base de la programmation orientée avec Java. Donc on aura ces éléments à voir, le langage Java qu'on va essayer de redéfinir un peu et puis commencer à voir un peu comment coder en Java. Alors, c'est très important quand même d'avoir les notions d'algorithme parce que c'est ça qui va nous permettre d'établir notre logique de code, notre logique de programmation. Ok? Donc, on va y aller. Je vais essayer d'ouvrir un fichier Word ici, dans lequel on va faire ce paramètre. Donne-moi un instant, je vais afficher le document Word. Bon, donc un programme d'algorithme. Alors ici, est-ce que je peux faire ça? Et quel algorithme qui calcule, parce qu'on nous demande. Bon, je vais gérer l'affichage. Pas grave, on va essayer comme ça. Et quel algorithme qui calcule la somme de trois nombres entiers et on affiche le résultat. Donc, on se souvient qu'en algo, on doit commencer par le nom du programme. Donc, on va mettre quoi? Algo. Il faut que j'agrandisse un peu pour vous. Sinon, ça sera pas bon. Wow. Oui. Agrandisse la police. J'espère que comme ça, c'est mieux. Voilà. Puis peut-être quelle police je peux prendre pour faire un peu plus programme.
algo, le nom somme, algo somme. On va l'appeler algo somme simplement. Donc ça passe le nom de l'algorithme. On se souvient qu'il y a une partie déclarative dans l'algo. Donc on va faire var pour la déclarer nos variables. On a besoin de quoi? On a besoin de 3 variables pour retenir la somme, n'est-ce pas? Enfin, pour retenir les données des nombres qui vont être renseignés. Donc on va nommer par exemple nos variables N1, pour dire nombre 1 par exemple. Nombre 1, virgule, nombre 2, attention. Bon, je peux prendre, je vais partir sur la base de petit n, N1, N2 et N3. Le type, on doit définir le type, donc on donne, et puis on dit le type entier. 2 points entiers. Ok. Après ça, est-ce qu'on a besoin d'une constante? Non, mais on a besoin d'une autre variable qui serait la somme pour retenir le résultat du calcul de la somme. Donc, on va mettre aussi 2 points de type entier, puisque c'est une somme de, comment on dirait ça, de nombres entiers. Donc, 2 points de type entier. Donc, j'ai créé somme comme cela, qui est aussi le nom d'une variable que je donne. D'accord? Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire début. Un programme a un début et une fin. Donc, on va faire début. Début. Dans le début, on va dire quoi? Puisqu'on veut calculer la somme, on va demander à l'utilisateur de renseigner ces 3 nombres. Et en algorithme, il y avait une instruction qui nous permettait de dire, on veut dire à l'utilisateur de renseigner ces 3 nombres. Donc pour dire ça, on va dire écrire pour dire écrire un message à l'écran de l'utilisateur. Écrire, alors il faut que je sois en ligne. Écrire un message. Bon, normalement c'est des codes qu'on doit utiliser. Écrire bon, ok, je vais utiliser ça. Voilà. Écrire, entrer, on va dire ça, entrer le premier nombre. On va dire écrire, entrer le premier nombre. Ok. Maintenant, quand on fait ça, c'est tellement augmenté la police que ça descend. C'est pour vous permettre de voir aussi. Je vais diminuer avant. Je vais réduire légèrement pour que ça ne revienne pas trop à la ligne comme ça. Ok. Écrit, entrer le premier nombre. Une instruction se termine par point virgule. Donc, on a vu ça en algo, donc on va terminer l'instruction par point virgule. Commencer à prendre le bon réflexe ici. Écrit entrer le premier nombre. Et il y a une autre instruction qui permettait de lire, qui permettait maintenant à, comment on dirait ça, à l'utilisateur de renseigner le nombre. Donc lire N1. D'accord, on va faire lire N1, point virgule. Donc ça permet à l'utilisateur de renseigner. Donc on va en fait repliquer tout ça. Ça nous permet, voilà, on réplique tout ça et on aura ici encore écrit le deuxième nom. Écrit le deuxième nom. On verra la traduction de cet algorithme là dans le langage Java tout à l'heure.
pour voir en fait ce que ça donne. Écrit le deuxième nombre, donc on fait quoi? Lit N2. Ok, et puis on termine par encore écrire le troisième nombre maintenant. Ok. Et lit N3. Et puis une fois qu'on fait ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut qu'on calcule la somme maintenant, n'est-ce pas? Il faut qu'on calcule la somme. Donc, pour calculer la somme, on aura somme égale à quoi? Somme va recevoir, notre variable somme va recevoir notre variable somme. Donc, pour traduire, elle reçoit. Voilà, c'est comme ça que ça se traduit. Notre variable somme va recevoir le résultat de N1 plus N2 plus N3. Point virgule. On n'oublie pas le point virgule. Et donc, on termine en affichant notre résultat parce que là, il a calculé et puis il va mettre ça, le résultat dans la variable somme, mais il faut afficher aux yeux de l'utilisateur le résultat. Donc, ce qu'on va faire, c'est de dire écrit dans d'autres documents, vous pourrez voir que c'est mis affiché ou bien voilà, donc, mais on peut prendre aussi écrit. Voilà, ici c'était le troisième. On a écrit le résultat, la somme des trois nombres donnés est la somme des trois nombres donnés est on sort d'ici, on met une virgule, on met somme. Ok, on met somme. Attention, on doit garder la même. Voilà. Et notre programme normalement doit se terminer par fin. Donc, je vais réduire pour que ça continue sur page. C'est encore trop bon. Voilà. Donc voilà notre petit algorithme qui nous permet de réaliser donc la somme de trois nombres. Ok, le résultat de la somme de trois nombres. Donc je vais enregistrer ça pour vous, mais bon, après c'est des choses que vous pouvez voir après. Donc je vais créer un nouveau dossier ici. Java support. Voilà. Algo somme. Si ça peut vous aider après pour rappeler de la logique, vous aurez ça en 1000 dans les supports. Donc, nous, on va continuer avec notre cours. C'était pour les notions de rappel. Maintenant, on va entrer dans l'initiation à la programmation orientée objet avec Java. Donc, ce qui concerne la programmation orientée objet, on va introduire ce concept-là et puis
voir un peu les notions de base du langage. Donc, il faut retenir que bien qu'il existe plusieurs interprétations de l'expression orientée objet, une idée phare dans ce type de développement est que différents types de données doivent être directement associés avec les différentes opérations qu'on peut effectuer sur ces données. En conséquence, les données appelées propriétés et le code les manipulant appelé méthode sont combinés dans une même entité appelée classe objet. Le code devient logiquement découpé en petites entités cohérentes et devient ainsi plus simple à maintenir et plus facilement réutilisable, et étant intrinsèquement modulaire. D'autres mécanismes tels l'héritage permettent d'exploiter toutes les caractéristiques d'une classe précédemment écrites dans ses propres programmes sans même avoir à en connaître le fonctionnement interne. On n'en voit que l'interface. L'interface décrit les propriétés et les méthodes sans fournir le code associé. Java interdit la notion d'héritage depuis plusieurs classes par an, sauf si elles sont des interfaces. Ok. Donc, Java, chapitre 2, les bases du langage Java. Le langage Java, donc on va faire un peu d'histoire rapidement et puis on va poursuivre. Le langage Java est un langage de programmation orienté objet parce que c'est normal, il faut qu'on puisse savoir d'où vient ce langage-là et puis voilà, avant même de pouvoir travailler avec ce langage. Donc le langage Java est un langage de programmation orienté objet créé par James Goldstein et Patrick Norton, employé de Sun Microsystems à l'époque avec le soutien de Bill Joy, cofondateur de Sun Microsystems. Java a été officiellement présenté le 23 mai 1995 au Sun World. La société Oracle racheta alors la société Sun en 2009, ce qui explique pourquoi ce langage appartient désormais à Oracle. La particularité et l'intérêt de Java résident dans sa portabilité entre les différents systèmes d'exploitation tels que Unix, Windows ou Mac OS. Un programme développé en langage Java peut ainsi s'exécuter sur toutes les plateformes grâce à ces frameworks associés visant à garantir cette portabilité. Donc vous voyez un peu, Java à l'origine était créé par Sun Microsystems et aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Oracle. Oracle est une grosse maison d'édition de bases de données, de logiciels de base de données du même nom Oracle.
Et ils ont racheté le langage Java. Donc, ils sont les propriétaires de ce langage-là. Mais c'est un langage de code source libre, vu qu'il n'est pas payant. On y accède facilement. Mais la particularité de Java, c'est que c'est sa portabilité, le fait de pouvoir faire un programme qui tourne, qui a été conçu en Java et qui tourne aussi bien sous les environnements Windows que Mac et Unix. Donc c'est ça la force de Java en fait. C'est un langage comment dirais ça? Plurisystème. On va poursuivre avec la philosophie du langage. Donc, lors de la création du langage Java, il avait été décidé que ce langage devrait répondre à 5 objectifs. Simple, orienté, objet et familier. Ça, c'est le premier objectif. Ce langage devrait être simple, orienté objet et familier. D'accord? Il devra aussi être robuste en termes d'objectifs. On parlait aussi de robustesse du langage. Donc c'est un langage qui devrait être robuste donc, comme objectif. Ensuite, indépendant de la machine employée pour l'exécution. Ouais, on peut l'expliquer. Je vais commencer à m'en comme ça.